Bienvenue en tout cas une fois de plus dans l'école du changement. Merci beaucoup. Mes salutations à tout le monde. Voilà, nous allons aujourd'hui réfléchir avec notre enseignant du jour de l'école du changement, Alain Bolodjoa, autour de la thématique « Justice, paix, travail à l'épreuve de la mauvaise gouvernance ». Donc nous avons comme devise « Justice, paix, travail », mais on se rend compte que dans la réalité, en tout cas, il n'y a pas de justice au Congo, il n'y a pas de paix au Congo, et le travail, en tout cas le nombre de chômeurs ne fait qu'augmenter. Donc cela est dû à la mauvaise gouvernance. Nous allons voir ça avec Alain Bolodjoa et je l'ai présenté comme étant président d'un parti politique. En tout cas, nous prenons un petit temps qui nous dise quand même pourquoi il passe de analyste des questions de développement à acteur politique et aujourd'hui président d'un parti politique qui s'appelle Lèvons-nous pour bâtir le Congo. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alain Bolodjoa, je suis économiste de formation, détenteur de plusieurs autres brevets. Je vais très bientôt là obtenir mon master en criminologie. Donc je suis quelqu'un qui s'intéresse à la science. J'aime lire et écrire. Je suis auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Ce qui sous-entend que je suis, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui s'intéresse à la question du développement, déjà par ma formation, mais aussi par la vocation. En tant que politique, nous avons un modèle de développement que nous voulons proposer à la population, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements, déjà dès le départ, parce que j'ai été membre de partis politiques, mais nous sommes décidés de créer un nouveau parti qui va amener un nouveau algorithme qui va permettre à ce que nous atteignions effectivement le développement. Déjà au départ, le développement a deux dimensions. La première des dimensions, c'est la dimension économique, où on voit les théoriciens mettre l'accent sur la croissance économique, c'est-à-dire la création de richesses. Mais la deuxième dimension, elle est plus sociale. Ce qui sous-entend qu'au-delà de la production, il faut chercher à mettre en place des mécanismes susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Et très souvent, dans le développement, il y a trois questions essentielles. Qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Et comment y parvenir? Sur la question qui sommes-nous? Qui voulons-nous être? Apparemment, toutes les parties prenantes, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit la population non organisée, tous, sans exception, ont la même réponse. Mais c'est là où il y a des divergences. Quelle est cette réponse? C'est-à-dire que nous sommes un pays pauvre, à forte potentialité, et nous voulons être un pays développé. Et cela est repris dans notre hymne national. Mais à la question comment y parvenir, c'est là où maintenant il y a des différences entre le parti politique qui ont tendance socialiste et le parti qui ont tendance libérale. Et nous sommes des progressistes. Voyez-vous? C'est-à-dire que déjà là, ça crée une sorte de scission entre nous dans cette nouvelle idéologie, c'est-à-dire que nous, les progressistes, nous pouvons prendre au regard de la situation que vit le pays, l'approche socialiste comme l'approche libérale, mais l'essentiel pour nous, c'est de résoudre le problème. Oui, alors sur le plan doctrinaire, une petite parenthèse, vous venez de dire que vous êtes un économiste de formation. Exact. Et pourquoi n'avoir pas pensé à créer une entité économique, une entreprise par exemple, ou même une ferme, où vous allez quand même engager des Congolais pour produire la richesse, plutôt que de créer un parti politique? Bon, aujourd'hui, il y en a pratiquement plus de 500. Les entreprises se battent pour accéder aux affaires et pour se servir. Est-ce que ce n'est pas le cas pour vous? Non, nous n'avons pas cette intention. Mais ce qui est vrai, faire la politique n'est pas incompatible. Voyez-vous, on peut être leader d'un parti politique, membre d'un parti politique, et en même temps être chef d'entreprise. Voyez-vous, peut-être qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas intégré ça dans leur approche. Mais nous, notre parti, nous avons la prétention ou l'intention d'avoir des écoles
d'avoir des unités de production justement pour renforcer notre capacité de financement. Donc ce qui veut dire que nous n'avons pas l'intention de résoudre tous les problèmes, mais du moins nous avons la capacité ou la volonté, sinon la détermination d'amener notre pays dans l'orbite du développement. Ce que nous allons faire, qui sera certainement différent de ce que les autres font, déjà nous le faisons, nous avons constitué notre parti pas avec une autorité morale, mais justement par la fusion ou sinon la mutualisation des efforts pour la plupart des étudiants. Voyez-vous, c'est déjà ça, au fait, la leitmotiv. Nous voulons faire la politique autrement. Et dans notre démarche, nous voulons assez que la population soit mise en position d'opérer sa croissance économique individuelle, en mettant sur pied de politiques cohérentes qui vont permettre à ce que nous atteignions effectivement le développement pour tous. Parce que si on pense résoudre le problème dans une approche microscopique, il nous sera difficile de résoudre le problème pour tous les Congolais. Aujourd'hui, je peux avoir la capacité de créer une unité de production. Mais dès lors qu'il y a des politiques contradictoires, dès lors qu'il y a la volonté d'asphyxier les activités, eh bien on ne fera rien. Il faut d'abord résoudre la question politique, assainir l'environnement, pour permettre à ce qu'effectivement tous ceux qui ont des ambitions puissent se sentir. Parce que le problème aussi pour les hommes politiques congolais, Alain Bolodjoa, c'est que quand vous êtes en dehors du pouvoir, vous avez des bonnes idées, des belles initiatives, mais quand on vous place dans un ministère, dans la gestion d'une entité de l'État, souvent on se rend compte que les gens produisent le contraire de ce qu'ils prêchaient quand ils étaient en dehors des affaires. Oui, en fait, le problème c'est que effectivement il y a des contraintes. On ne peut pas prétendre ici avoir la solution miracle. Il y a des solutions, mais fort malheureusement, les gens ne veulent pas les appliquer. Prenez par exemple, nous, arrivés au pouvoir, on va juste redynamiser l'administration publique. Voyez-vous? Parce que si on donne le moyen à l'administration de se mouvoir, de poser des actes qui sont normalisés, eh bien, on va avoir les résultats. Et le problème aujourd'hui, c'est que la démocratie ne se vit pas au sein des partis politiques. Il y a des autorités dites morales, des gens qui ont tendance à influencer même les décisions au sein du parti. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, coucher sur papier, mais c'est le président du parti qui décide en dernier ressort. Automatiquement, le parti ne participe pas de manière directe à la gestion. Mais nous voulons d'abord avoir un parti démocratique qui ne dépendra pas de saut d'humeur de quelqu'un, qui va mettre l'accent sur la formation de ses membres. Et lorsqu'on a des hommes de qualité au niveau du parti, ça ne sera plus l'intention ou le fantasme d'un président du parti qui va dominer sur la volonté du parti. C'est-à-dire que le parti a une bonne vision, mais le parti doit aussi avoir des animateurs qui respectent la norme, qui respectent d'abord la démocratie au sein de ces partis. Et lorsque vous accédez au pouvoir, vous allez vous rendre compte que les choses vont évoluer normalement. Au lieu d'avoir des gourous à la tête du parti qui ne sont même pas en mesure de respecter le texte. Ok, c'est noté. Je rappelle que nous sommes à l'école du changement et l'enseignant du jour, c'est Alain Bolodjoa. Il est acteur politique, président du parti politique Lèvons-nous et bâtissons le BAT. Avec lui, nous sommes en train en tout cas de plancher sur notre thématique justice, paix, travail à l'épreuve de la mauvaise gouvernance. On y est, Alain Bolodjoa, sur cette thématique. Bon, c'est pas... pourquoi est-ce que 62 ans après, nous n'arrivons toujours pas à mettre en œuvre la devise de notre pays et surtout à bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons pratiquement chaque jour dans notre hymne national? Bon, je crois que l'hymne national peut être considéré comme un héritage. Voyez-vous, c'est une conception, une perception de la société conçue par le père de l'indépendance. Mais il faut déjà noter que le développement n'est pas un fait synchronique. Ce n'est pas par rapport à l'âge qu'on se développe. S'il s'agissait de l'âge, eh bien la Chine serait développée il y a bien longtemps. La Chine a été dans une situation de précarité pendant des années, alors que la Chine c'est une vieille civilisation. Le Sri Lanka
vous prenez le Libéria, tous ces pays-là ont eu à exister il y a bien longtemps. Haïti, tous ces pays-là ont eu à exister bien longtemps, avant même que nous soyons indépendants. Mais ces pays-là n'ont jamais accédé au développement, justement parce que le développement n'est pas... Vous voulez excuser non, je voulais... les Congolais à pouvoir transformer leur pays sur le problème n'est pas par rapport à l'âge. Le problème, c'est par rapport à la systématisation des actions économiques. Parce que, comme nous l'avons dit, le développement part d'abord par la croissance économique. Quels sont les mécanismes que nous avons pu mettre en place pour espérer effectivement atteindre le développement? Il faut créer des richesses pour que ces richesses-là soient redistribuées et arriver, cette fois-là, à améliorer les conditions de vie de la population. Nous prenons le cas de la Chine. La Chine a été pendant longtemps dans une situation de précarité, comme nous l'avons dit. Mais lorsque les Chinois ont pris conscience de leur situation, de leur état, et ils ont pu opter pour le développement, eh bien, ils ont cultivé l'esprit du développement. La culture. Il faut avoir un leadership, un leader bien évidemment éclairé, c'est ce qui manque, transformationnel, un leadership capable de fédérer les énergies pour arriver effectivement à atteindre le développement. Il faut avoir une vision claire. Il faut mettre sur pied des techniques et méthodes appropriées. Il faut avoir des lois qui peuvent booster l'économie. Il faut former. Parce que dans la croissance économique, il y a plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, vous avez le facteur naturel. Nous avons un fort potentiel. Nous avons tout ce qu'il faut à transformer. Mais ce qui nous manque, c'est notre capacité à apporter une valeur ajoutée. Voyez-vous, je peux prendre l'exemple d'un morceau de bois qui peut être transformé en statuette. Le morceau de bois ne peut ou ne pas avoir une valeur économique importante. Mais lorsque vous mettez l'intelligence et que vous la transformez en produit fini ou en œuvre d'art, c'est en ce moment-là que vous créez des richesses. Nous avons un fort potentiel, mais nous n'avons pas la capacité transformationnelle. Comment transformer le bois en richesse? Comment transformer l'or en richesse? Nous sommes là justement dans une économie de cueillette. Tout ça justement parce qu'il n'y a pas de politique cohérente. Il n'y a pas de gens qui peuvent amener la population à cet état d'esprit de transformer les cueils des Madame Bolozo, je ne sais pas, ces nouveaux leaderships-là, ces nouveaux leaders éclairés, transformationnels, c'est quoi? Ce serait une génération spontanée ou bien il faut quand même, c'est pas une dynamique pour avoir un tel leadership? Bon, je crois que la nature peut accompagner l'éclosion de ces leaderships-là. Il y a des gens qui ont de compétences, il y a des gens qui ont des capacités, mais qui n'ont pas une grande vision. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les États-Unis, c'est un ensemble de rêves. Voyez-vous, il y a des gens qui ont rêvé. Il y a des gens qui ont rêvé sur New York, sur Washington, sur Floride. Il y a des gens qui ont rêvé. Et la sommation de rêves partagés, c'est ce qui va constituer le développement. Lorsque vous prenez déjà la composition de l'État, la configuration de l'État, ou ce que nous pourrons appeler le système politique, c'est à ce niveau-là que nous avons des problèmes. Le régime politique n'est pas adapté à la structure économique et à l'organisation sociale. Justement parce que les gens veulent faire du mimétisme. Il faut que nous arrivions à mettre sur pied un modèle de développement. À quoi concrètement? Concrètement, je veux dire, en réalité, non, ce n'est pas seulement la Constitution, mais il y a aussi le comportement des acteurs. Il y a aussi certaines lois qui ne sont pas adaptées. Tenez, nous avons tous opté pour la décentralisation. C'était une réforme, une bonne réforme. Mais c'est à quel niveau que nous constatons qu'il y a des blocages? C'est dans l'application. La Constitution voulait assez que nous ayons 26 provinces pour que ces provinces soient les sources d'impulsion au développement. On devait doter à ces provinces la capacité financière nécessaire pour que ces provinces arrivent effectivement à nous mettre dans leur but du développement.
Et nous avons des entités territoriales décentralisées. Fort malheureusement, dans l'application, ça ne se fait pas ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déséquilibre entre ce que nous souhaitons effectivement et ce que nous sommes en train de faire. Tous ces éléments, la mise ensemble, demandent à ce que nous refondions l'État sur de nouvelles bases. C'est que nous pensons qu'il y a possibilité de mettre le pays dans l'orbite du développement à condition d'adapter nos politiques par rapport à nos réalités. Tenez, nous avons un pays à vocation agricole. Quelle est la place que l'on accorde à l'agriculture? Et pourtant, l'agriculture a une forte capacité génératrice d'emploi. Et surtout que les Chinois dont vous parlez, par exemple, qui mouraient de faim au début du siècle passé, ont déclenché leur développement à partir de l'agriculture. Exact. Parce que l'agriculture a une forte capacité génératrice d'emploi. Si vous prenez en termes de facteurs de la croissance, il y a notamment l'accroissement de la population active. Voyez-vous, lorsque vous réduisez le problème de sous-emploi, vous utilisez les énergies de la jeunesse, des gens qui sont capables de travailler, plus il y a des gens qui travaillent, plus l'assiette fiscale s'élargit, plus l'État a le moyen d'investir dans des infrastructures. Et fort malheureusement, chez nous, il y a des cassures en termes de politique, il y a des contradictions. Un pays qui a une vocation agricole, mais qui continue à importer de produits que lui-même peut produire. Donc, quelque part, ce sont des politiques contradictoires qui nous empêchent. Et les politiques contradictoires sont pondues par... Mais il y avait quand même un projet pilote, parc agro-industriel de Bukangalonzo. Oui, mais ça n'était qu'à... Mais comment on n'a pas pu, par exemple, arriver à le matérialiser pour les s'aimer à travers la République, comme c'était prévu? Oui, c'était un projet pilote ambitieux, et fort malheureusement, ça n'a pas été accompagné par les institutions. Parce qu'en réalité, pour que le projet tienne, il faut que l'on observe le principe de la continuité. Voyez-vous? Parce que le projet ne doit pas être conçu à l'image des individus, mais plutôt à la vision du pays. Même si l'idée venait d'un individu et que la personne n'était plus en fonction, eh bien l'État doit continuer. Parce que le développement, c'est un processus cumulatif. On ne pouvait pas compter que sur l'individu. On ne peut pas sanctionner un projet bien qu'ambitieux du simple fait que vous n'êtes pas en relation de sainteté avec la personne qui a conçu l'idée. Non, il faut continuer. Les États-Unis n'ont pas été construits en une journée. Si je comprends bien Alain Bolodjoa, ce qui tue le Congo, ce qui bloque son développement, c'est le fait que celui qui arrive aux affaires fait table rasa. Exactement, c'est ça la plus grande faiblesse. Lorsque vos prédécesseurs prennent des initiatives et que vous arrivez, en réalité, vous devez soutenir ces initiatives pour l'intérêt de la République. Et vous pouvez aussi innover. Voyez-vous? Il n'est pas interdit d'innover, d'ajouter des éléments nouveaux dans la conception, même dans la mise en œuvre. Mais comment faire pour vraiment qu'on arrête avec une telle mentalité? Non, mais c'est l'administration. C'est l'administration. On doit dépolitiser l'administration. Parce que lorsque l'administration ne dépend pas de ceux d'humeur de la personne, eh bien, il y aura continuité. Comment voulez-vous? Vous concevez un projet. Vous avez un programme avec des projets séquentiels. Vous avez le projet pilote, Bukangalonzo. Il y avait possibilité de dupliquer dans 7 autres points de la République. Et ça allait avoir des effets d'entraînement à telle enseigne qu'on allait booster l'économie de ces zones-là. Et fort malheureusement, le fait seulement que la personne qui a conçu le programme n'était plus en fonction, et bien ceux qui viennent après bloquent. En bloquant, vous gaspillez l'argent. Parce qu'il y a eu des fonds qui ont été disponibles. On a aménagé les territoires. On a acheté les équipements. Il y avait des intrants. Et fort malheureusement, tous ces intrants-là, nous avons tous vu comment ça a été détruit, justement parce que les gens ne voulaient pas continuer. Mais il y avait aussi un autre élément que d'aucuns semblent négliger, la concurrence. Voyez-vous, les importateurs ne pouvons pas accepter de perdre 60% de leur chiffre d'affaires. Eux aussi pouvaient investir, justement pour empêcher à ce que ce projet-là puisse évoluer. Parce que l'État congolais... Les importateurs, là, ce sont des étrangers. Non, fort malheureusement, ce sont des étrangers qui viennent justement pour freiner l'élan de projets. Il y a eu beaucoup de projets. Et les nationaux les ont accompagnés dans ce blocage du projet. Non, mais effectivement, il y a toujours des éléments malicieux dans les systèmes. C'est-à-dire que l'État congolais est buté au problème de la corruption.
Voyez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les animateurs des institutions sont corruptibles. Alors, lorsque les ennemis de la République viennent investir chez nous, eh ben, ils veulent nous maintenir dans ces statu quo-là. Vous pouvez vous imaginer, nous importons le vivre pour l'alimentation de la population, près de 2 milliards de dollars que nous utilisons justement pour importer du vivre, alors qu'il y a possibilité d'en produire. Alors, dites-moi, des gens qui ont 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, accepteront-ils de voir le pays être en mesure de produire ce qu'eux importent? Non, ce qui fait qu'ils ont bloqué. Au-delà de tout, les lois que nous proposons, quelle est la loi que nous avons proposée à la République sur le secteur agricole? Est-ce que cette loi-là attire-t-elle les investisseurs chez nous? Quelle est la politique foncière que nous avons? Comment avons-nous réparti les terres? Comment les terres congolaises sont-elles gérées? Qui sont les détenteurs de ces terres-là? Comment ces terres sont réparties? Tous ces éléments-là mis ensemble, eh bien, ça freine l'élan du développement. Et pourtant, nous pouvons le faire, bon, fort malheureusement. En tout cas, pour boucler un peu cet aspect du développement de notre pays qui n'avance pas depuis 62 ans, je voudrais que vous puissiez réagir à un commentaire d'un acteur politique, je ne vais pas citer ici. Il a dit que 62 ans après, les Congolais ont transformé la RDC en un vaste restaurant où tout le monde vient chercher à manger dans les institutions de l'État. Je ne sais pas. Bon, les commentaires par rapport à une telle assertion. Bon, je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour manger. Ils viennent piocher, prendre les ressources. Non, pas de l'extérieur, c'est-à-dire le Congolais eux-mêmes, l'acteur politique par exemple, se comporte dans les institutions comme dans un grand... Ah voilà, au niveau institutionnel, effectivement, parce que nous assistons à une sorte de pillage national. Voyez-vous, les gens qui accèdent à certains postes de responsabilité et qui considèrent cela comme une opportunité de se faire une santé financière. Et c'est comme ça que nous assistons à des semblants de procès. Il y a des gens qui viennent que piller l'argent de la République. Détournement par ici, corruption par là, ce qui fait que ça pollue, parce que le plus grand obstacle au développement, aujourd'hui ça a été démontré par plusieurs doctrinaires, c'est la corruption. Voyez-vous? Parce que la corruption gangrène toutes les institutions. Or, si vous allez très bien, vous lisez très bien notre Constitution dans son article 150, on voudrait assez que les cours et tribunaux garantissent aux uns et aux autres leur liberté. C'est dans la liberté que l'on crée les richesses. Parce que l'investisseur vient avec intention de se faire de l'argent, la profitabilité. Dès qu'il arrive chez vous et qu'il n'y a pas une bonne justice, il se sent en insécurité. Parce que dans l'investissement, ce que tout le monde cherche à maîtriser, c'est le facteur risque. Lorsque vous êtes en procès avec quelqu'un, quel que soit votre degré de raison, on donne raison au plus offrant. Automatiquement, ça fragilise. Il faut que nous ayons une bonne justice pour inciter les investisseurs. Lorsqu'il y a la corruption, lorsqu'il y a le détournement, parce que c'est lui qui détourne, il détourne l'argent et il cherche à corrompre les juges pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Automatiquement, comme par exemple au Conseil d'État, dans un contentieux, où celui qui a été élu avec 14 voix est déclaré perdant, et celui qui a perdu avec 6 voix, on dit que c'est lui qui devient gouverneur. Non, mais effectivement, ce sont des faits que nous devons tous fustiger, parce que c'est une incidence sur ce que nous pourrons appeler l'indice de fréquentabilité. Voyez-vous, lorsque nous donnons une mauvaise image de notre justice, lorsque nous faisons voir au monde que chez nous, il n'y a pas de justice, un investisseur sérieux ne viendra pas. Comment voulez-vous un gouverneur? Celui qui doit être le gestionnaire du pays, accède au pouvoir par de voies scabreuses, par la corruption. Lui qui est appelé à gérer le patrimoine, naturellement, il ne va qu'utiliser la corruption pour se maintenir au pouvoir. Il va prendre l'argent de la République, le détourner et donner aux députés pour le protéger. Comment, par exemple, redresser la justice, qui est un des volets de notre devise nationale? La première des choses à faire, c'est d'abord de conscientiser la population. Conscientiser la population, conscientiser le juge
Deuxième élément, il faut rendre les juges indépendants de la classe politique. Sur le plan social et financier. Effectivement, on peut créer une clé de répartition déjà à partir de la TVA. On peut se dire, ok, on prévoit 2% pour les juges, le cours des tribunaux. C'est-à-dire que déjà, dans la perception de l'argent, des recettes publiques, on sait déjà que le montant global que l'on va arriver à mobiliser sur le plan interne, dans le volet TVA, on va allouer 2% du montant mobilisé. Automatiquement, les juges eux-mêmes seront gardiens de finances publiques. Parce que c'est au prorata de la mobilisation qu'ils seront capables de mobiliser le moyen pour leur fonctionnement. Il faut que nous mettions l'accent sur la formation, la qualité. C'est-à-dire que déjà à partir de l'université, on doit former nos juges avec une certaine indépendance. On doit éviter d'initier les étudiants qui font le droit de la corruption dès l'université. Le point sexuellement transmissible, le point monnayable, c'est déjà préparer le terrain pour la corruption. Il faut mettre en place un mécanisme de sanction pour les juges, le magistrat, ceux qui vont se compromettre. Il faut renforcer la capacité de conseil supérieur de la magistrature. Il faut faire en sorte que le juge ne soit plus nommé. Voyez-vous, en ce moment-là, on va avoir une société équilibrée. Est-ce que la réforme, par exemple, de 2011, où la magistrature debout est passée sous le contrôle de l'exécutif, c'est pas ça aussi un grand problème aussi? Bon, je pense qu'il y a des domaines de collaboration, il y a une certaine interdépendance entre le cours des tribunaux et les autres institutions, mais c'est qu'il faut reconnaître que nous avons commis beaucoup de péchés. Voyez-vous, le procureur doit être en relation avec le ministre en charge de finances, en charge de la justice. Justement parce que le ministre en charge de la justice est chargé de mettre en place de politiques publiques sur cette matière, mais ne peut pas orienter les actions de l'appareil judiciaire dès lors que la justice n'est pas liée directement à l'exécutif. Voyez-vous, il y a des domaines de collaboration, il y a des passerelles de collaboration, mais que chaque institution puisse garder une certaine indépendance. Mais c'est que nous avons commis le plus grand péché. Dans ces pays, on a publié des listes de faux magistrats. Et fort malheureusement, jusque-là, on ne voit pas des sanctions. Comment voulez-vous, quelqu'un qui n'a pas fait le droit, comment peut-il devenir juriste? On a eu à publier les listes des gens qui avaient de faux diplômes. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Non, mais ils ont commencé à sanctionner. Mais on n'a pas eu de procès. En principe, quand on fait des recrutements, même si quand on doit, avant de soumettre au chef de l'État une ordonnance de nomination, est-ce qu'il n'y a pas des services de renseignement qui doivent faire en amont un travail de toilettage, de vérification? Non, le problème c'est que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fait un bon travail pendant des années. Parce que c'est là où on gère les ambitions des uns et des autres. Mais aussi par rapport à la certification des diplômes. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a pas fait le droit, il devient magistrat. Et il a un dossier que lui ne maîtrise pas parce qu'il n'est pas initié. Et il sanctionne la personne. Vous le sanctionnez lui parce que vous avez constaté qu'il avait un faux diplôme, mais la personne qui était sanctionnée par lui reste en prison. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on a eu à arrêter un jeune, un écolier, un adolescent de 12 ans dans le Nord Ubangi, 12 ans. Il a fait 10 ans en prison. Et on s'est rendu compte qu'il n'a jamais été jugé. C'est à peine qu'on vient de les libérer. Comment peut-on expliquer quelqu'un qui n'a jamais été jugé, un écolier de 12 ans, qui a fait 10 ans en prison sans être jugé? Ce qui veut dire qu'en réalité, le procureur ne sait même pas ce qui s'est fait en prison. Comment voulez-vous que nous soyons en paix lorsqu'il y a des gens qui sont victimes de l'injustice commise par le juge? Un écolier de 12 ans qui vient de sortir de la prison, aujourd'hui il a totalisé 22 ans. Il a fait 10 ans en prison sans être jugé. Justement parce que les magistrats sont complaisants. C'est parce que la justice ne travaille pas normalement. C'est justement parce que nous aussi, population, ne sommes pas assez regardants. Comment peut-on expliquer la vie d'un enfant être détruite
Justement parce que les juges sont complaisants. Il y a des innocents en prison. Il y a des coupables en dehors de la prison. Donc quelque part, la justice, voilà. On doit refaire les volets paix sociale, paix tout court, les bourgeois, état de lieu rapidement. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que socialement... Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de développement sans paix. Comme on dit, il n'y a pas de paix sans pain. Ce qui veut dire que nous devons repenser l'État sur de nouvelles bases. Comment voulez-vous expliquer? Il y a dans la répartition des richesses, on ne veut pas respecter le droit des autres. Aujourd'hui, nous sentons que même dans nos familles, nous ne sommes pas en paix. Et cela se répercute sur la société. La plupart de ceux qui prennent les armes sont de frustrés. Et le fait seulement que les parents ont perdu l'autorité sur leurs enfants. Les enfants aujourd'hui sont exposés à toutes sortes de manipulations. Nous voyons le phénomène Kuluna. C'est un fait social créé par le déséquilibre de la fibre sociale. C'est-à-dire que les parents n'ont plus la capacité de prendre en charge leurs enfants et voilà, ils sont livrés aujourd'hui à la manipulation. Le groupe armé ne recrute que parmi les chômeurs. Quelqu'un qui travaille ne va pas accepter d'aller intégrer ou adhérer dans des groupes armés. C'est justement parce qu'il y a une occupation. Les gens n'ont pas d'emploi. Même ceux qui sont en guerre ne sont pas sanctionnés. Ils ont des primes. Ils ont des primes. Chaque fois que vous créez un groupe armé, et bien à la fin, il y a des amnisties. C'est-à-dire que la paix passera aussi par la justice. Il faut que nous arrivions effectivement à sanctionner ceux qui vont se méconduire afin que nous rassurions qu'effectivement il y aura la paix. Celui qui a été meurtri, victime de groupes armés, victime de la violence de quelqu'un, lorsqu'il voit la personne qui l'a violenté, qui a violé ses droits, est en liberté, naturellement il va réagir. La prime à l'insurrection, la prime à la rébellion. Non mais effectivement, c'est une manière d'entretenir la guerre en permanence. Et nous devons résoudre ces problèmes-là. La justice peut nous aider. Nous avons des gens qui ont eu à poser des actes répréhensibles. Formellement, ils n'ont pas été sanctionnés. Ceux qui viennent après vont se dire, voilà, le fait seulement que dans ces pays, vous prenez les armes, on vous accorde des primes, on vous donne des fonctions, et bien cela entretient le conflit et cela nous empêche de connaître la paix. Il y a aussi la paix sociale. Cet aspect-là semble être négligé. Comment voulez-vous quelqu'un qui travaille et qui n'est pas payé? Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui quitte sa maison, il vient prester pendant 2 mois et 2 mois, même des années, et il n'est pas payé. Comment voulez-vous un parent puisse vivre sans revenu? Parce que le salaire, c'est la rémunération du facteur travail. Et le salaire procure ce que nous pourrons appeler les revenus. Et c'est grâce aux revenus qu'on arrive à consommer. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas payé, 6 mois, 12 mois, même 24, même au-delà, ne peut pas être en paix? Même ceux qui sont payés aussi, ils sont sous-payés. Voilà. Ils sont sous-payés, ils sont mal gérés. Il y a même des problèmes au niveau des entreprises, la gestion des entreprises. Le problème aussi, c'est peut-être aussi, les gens eux-mêmes aussi ne revendiquent pas. Et même s'ils revendiquent, vous arrivez au niveau de l'inspection générale du travail, souvent on se rend compte que là-bas, c'est le plus fort qui l'emporte. Non, mais effectivement, c'est ça la corruption. C'est la corruption qui gangrène. Comment voulez-vous, les agents s'organisent en mettant en place les syndicats. Et les politiques, comprenant que les syndicalistes sont vulnérables, et là, ils passent toujours par la corruption. Ils invitent les représentants des travailleurs, on leur donne des avantages, et ceux-ci préfèrent abandonner leur combat. Ce qui veut dire que les agents sont abandonnés à leur triste sort. Au moment où nous parlons, dans le Katanga, j'ai trouvé un dossier, je viens de Lubumbashi, de Kolwezi, j'ai trouvé un dossier. Il y a plus de 120 employés qui ont été chassés de leur travail. Ça doit être, en fait, j'ai oublié le nom, mais c'est dans le secteur minier. J'ai le dossier dans mon téléphone. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ont eu à travailler pendant des années, ils se sont retrouvés pendant la Covid.
C'est-à-dire qu'on avait réduit le nombre du personnel pendant la Covid, du fait qu'il y avait des mesures barrières, on a réduit. Et quand ils sont revenus à la date convenue, on leur dit non, voilà, vous avez quitté le travail, vous n'avez plus droit au travail. Il y a quelqu'un, un directeur au ministère de Finances, il était en congé de reconstitution. On a fermé les frontières, il ne pouvait pas rentrer. 3 mois après, il revient, on lui dit non, voilà, monsieur, vous n'avez plus droit parce que vous étiez en dehors du pays. Alors qu'il y avait une décision de l'État qui était prise, interdisant aux gens d'entrer dans nos frontières. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de frustration. Comment voulez-vous, quelqu'un qui a commencé le travail, qui a eu à travailler pendant longtemps, vous faites la promotion des autres agents et vous l'excluez. Il a travaillé pendant 15 ans, 20 ans dans un service. Celui qui vient à peine d'arriver, il a de postes de responsabilité. Même s'il n'est pas compétent, mais on le promet quand même. On le met dans des postes stratégiques. Ce qui veut dire que la gestion du personnel, tout cela, ça crée de frustration. C'est un peu comme ce qui s'est vu aujourd'hui à l'OGEFREM, où on nomme des intérimaires à tour de rôle par les ministres des tutelles. Et le dernier intérimaire qui a été nommé et contesté, c'est un retraité de plus de 8 ans déjà retraité d'entreprise. Voilà. Et on le reprend comme DGAI, au lieu de nommer un directeur qui a la plus grande ancienneté au niveau de l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des faits qui brisent pratiquement l'équilibre de la fibre sociale. Et cela crée de frustration. C'est la sommation de frustration qui a des grandes sociales. Voyez-vous, c'est-à-dire que nous pensons qu'il faut rechercher la paix, même au niveau de foyers, au niveau des entreprises, pour que nous soyons effectivement une société équilibrée. Et fort malheureusement, dans le politique public, on semble négliger cela, et pourtant, ce sont des fertilisants à l'insécurité. Tous ces enfants que nous voyons, dans la plupart des cas, ce sont des parents qui n'ont plus de moyens de les prendre en charge. Ils n'ont plus la capacité de prendre en charge. Comment voulez-vous un enfant qui n'est pas nourri, qui n'est pas pris en charge par son père, puisse rester dans la philosophie de la famille? En cherchant à survivre, c'est là où maintenant ils rencontrent les manipulateurs. Donc nous devons investir dans la famille, investir dans la société, faire en sorte que nous puissions bien gérer les ambitions individuelles, parce que c'est là où il y a des frustrations. C'est là où ça nous pousse à avoir des guerres. Donc, en gros... Alain Bolodjoa, on est pratiquement à la fin de l'émission. Je ne sais pas, en 240 secondes, si vous pouvez en tout cas résumer tout ce qu'on a dit. Est-ce que la RDC est condamnée définitivement à être un pays pauvre, très endetté, un pays pauvre à potentialité énorme, un pays potentiellement riche, mais avec une population vivant dans la misère la plus noire, avec un budget de misère, où il y a de l'espoir. Et s'il y a de l'espoir, qu'est-ce qui doit être fait en quelques mots? Et nous, beaucoup de la boucle à l'œuvre. Oui, je crois que la situation que nous traversons, c'est une situation dramatique, comme nous l'avons dit. Mais c'est loin d'être une fatalité. Voyez-vous, le développement ne se décrète pas. Le développement s'organise. Il faut avoir un leadership éclairé. Il faut avoir une vision claire. Il faut avoir des programmes cohérents. Il faut cibler le projet qu'il faut. Il faut bien gérer les finances publiques. Il faut pousser la population au travail. Il faut faire en sorte que la justice garantisse les libertés aux droits individuels. Il faut arriver à réduire le train de vie des institutions pour dégager les gaps et afin d'investir dans le développement. Il faut rendre le province plus autonome que ce que nous avons aujourd'hui. Il faut pousser la population au travail, organiser l'agriculture, permettre à ce que nous ayons de l'énergie dans chaque coin pour que nous arrivions effectivement à booster le développement. C'est possible. C'est possible de faire du Congo le paradis sur terre. C'est possible. Nous ne sommes pas obligés d'avoir le même modèle que les autres. Nous pouvons préserver notre forêt tout en créant des richesses. Nous avons la possibilité de créer des îlots de développement. Il est possible de faire à ce que nous réduisions sensiblement l'exode rural. C'est possible. Ma condition de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Fort malheureusement, nous sommes en train de naviguer à vue. Un pays sans plan de développement. Nous ne savons même pas ce que nous sommes appelés à faire dans 5 ans, 10 ans. Alors qu'il y a un taux de croissance démographique qui touche pratiquement 3%. Chaque année, il y a 3 millions d'enfants qui naissent, incapables de servir en eau potable.
Mais d'ici 30 ans, 40 ans, on va atteindre 250 millions d'habitants. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau propre. Justement parce qu'il y a des contradictions en termes de politique. Comment peut-on expliquer dans un pays aussi pauvre que le nôtre, nous vivons sous les mamelons de la communauté internationale, mais que nous nous permettions de dépasser de 41 millions de dollars juste pour un seul mois? Ce qui veut dire que les finances publiques étant mal gérées, il nous est difficile de sortir de ces cercles vicieux de la pauvreté. Donc, si nous cassons cette réalité, eh bien, le pays va se développer. Nous étions comme la Chine il n'y a pas longtemps, nous étions comme le Canada. Nous ont connu de l'envol. Ils ont connu une éclosion économique. Aujourd'hui, ils sont classés parmi les grandes puissances. Justement parce que la qualité de l'homme politique a fait assez que ces pays-là soient dans leur vie de développement. Voilà. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes acteur politique, président national du parti politique Lèvons-nous et bâtissons. Avec vous, nous avions en tout cas eu l'école du changement. Vous étiez l'enseignant du jour. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je crois que nous aurons l'occasion, dans d'autres occasions, pouvoir aussi nous retrouver dans l'école du changement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Bruno Zinga qui a tenu pratiquement toute la technique seul en main des maîtres. Et merci de rester branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Nous prenons rendez-vous pour vous prochainement.